l'inconnu qui vous veut du bien, @protonmail.com. Une autre solution, c'est une forme de roman, en quelque sorte, mais avec des faits réels. Donc, il y a une forme de, oui, j'allais dire de fiction biographique, si je puis dire, en quelque sorte, sachant que on retrouve le Covid, et là, je suis page 156 sur la feuille de route Covid-19. Alors là, j'allais dire c'est du miel, mais plutôt c'est plutôt du goudron, Ouais. puisque premièrement, on crée un problème, d'accord? Mm. Ensuite, on suscite la peur, on Mm. impose le confinement, on Mm. exagère les cas, on impose le port du masque, on impose les traçages des contacts, on impose les fameux passeports santé, d'accord? Mm. Imposer les réseaux 5G, Mm. avec faire baisser le niveau vibratoire grâce à la 5G, avec la possibilité de créer à travers ces mêmes vibrations quelques problèmes respiratoires, Mm. imposer les vaccinations obligatoires, d'accord? Donc la fameuse, le progrès des vaccins façon Bill Gates, d'accord? Mm. Mm. Imposer une économie sans espèces, nous le vivons en ce moment avec Ça, l'arrivée de l'euro numérique, Mm. voilà. Le cours de l'or explose, Mm. d'accord? Il faut bien le comprendre ça, l'or continue de monter en flèche. Mm. Donc, Mm. créer la monnaie électronique, puis l'imposer comme seul moyen de paiement, éliminer l'argent liquide. Et vous avez remarqué que les distributeurs disparaissent de plus en plus, et que quand des Antifa et des Black Blocs cassent des distributeurs, ça arrange le système. Je veux dire, Mm. si j'étais complotiste, je dirais que les Antifas sont financés par l'État profond pour casser les distributeurs pendant les manifs. Comme ça, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Mm. D'accord? C'est ça. Mm. Éliminer l'argent liquide pour permettre une traçabilité monétaire absolue et faire perdre aux gens leur autonomie financière. Mm. Ensuite, on impose des implants humains de nanopuces. Dernière étape du processus de la traçabilité totale à travers la puce RFID, faire Mm. fusionner l'humain et la technologie en implantant l'High-Tech New Human 2.0, nom de la puce. Et en 1994, Serge Monast en parlait déjà. Mm. Non, mais 1994. Donc, c'est pas oui, d'hier. et Et il c'est en pour ça parlait que au Mm. Voilà. c'est Mm. Et ensuite, la nouvelle normalité, donc d'ici 2030, hein, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. D'ailleurs, notre cher président de l'Assemblée nationale, elle a pris ça au pied de la lettre avec l'histoire des héritages en ce moment. C'est des trucs qui tombent du ciel comme ça. Putain, quand même hérité depuis des générations, il y a un truc qui cloche, hein. Donc, vaut mieux taxer à mort, comme ça on n'hérite plus de rien. On va Mm. peut-être même supprimer les héritages, supprimer les enterrements, on va peut-être supprimer la vie carrément, puisqu'on nous a déjà empêché durant le Covid d'aller dire au revoir à nos défunts, donc on n'est plus à ça près maintenant. Et Mm. donc là, c'est le programme de réinitialisation de la dette avec un revenu minimum pour tous, en Mm. contrepartie de l'effacement de toutes les dettes personnelles et professionnelles, mais également l'abandon de tous ces biens. Donc Mm. ceux qui pensent que le revenu universel, c'est la solution, en fait, c'est le pire des cauchemars qui nous attend. Parce qu'on va nous inciter à être des serviteurs volontaires, comme la Boétie le Oui. craignait. Et donc, à partir de là, c'est l'esclavage éternel. Et donc en 2022, on avait fait toute une série de statistiques concernant les effets indésirables des vaccins Pfizer et des autres vaccins au niveau européen, donc en faisant des analyses pays par pays. Voilà. Et donc il y a moins d'une semaine, on a reçu de la part de l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, par l'intermédiaire donc de M. Alexis Nolte, qui est le numéro 1 donc, de la division des médicaments appliqués à l'être humain, une demande administrative donc d'effacer nos recherches et de ne plus mentionner donc, les données que l'on avait téléchargées parfaitement légalement sur le site de l'EMA, donc concernant droit de vigilance pour être précis, concernant donc les effets indésirables des vaccins. Donc 3 ans après les faits, on reçoit une lettre, sans doute même pas réglementaire dans les formes, écrite par quelqu'un qui manifestement n'appartient pas à l'EMA, pourtant signée par un des top responsables de l'EMA, pour nous demander en tant que chercheurs d'effacer un travail. Et donc c'est extrêmement inquiétant parce que Emmanuel Large et moi-même avons déjà été l'objet par nos propres universités, hélas, de pas mal de pression, sans doute eu égard à tout ce qu'on a fait comme chercheurs justement pendant cette période Covid. Et là, en fait, c'est une des plus hautes administrations européennes, dans des conditions extrêmement louches, qui vient faire pression sur nous pour pas qu'on diffuse donc nos travaux. Et non seulement ils nous demandent d'effacer donc ces travaux qu'on a faits, mais surtout de nous engager
à ne jamais les rediffuser et à s'interdire en fait de tirer une quelconque forme d'information de tous ces calculs qu'on aurait fait. Donc on est en train de voir ça avec nos avocats pour voir comment on va réagir, en disant que nous, on allait continuer effectivement à faire les études et en particulier les mises à jour des statistiques sur les vaccins, puisqu'on avait laissé ce travail-là tel quel en 2022. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'effets indésirables qui ont été mis dans les bases de données, avec des statistiques à remettre à jour. Et donc on a tout de suite annoncé à tous ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, notamment les médias, notamment BAM, qu'on allait continuer ce travail-là en off avec beaucoup de juristes avec qui on discute. Apparemment, il semblerait que ce soit une tentative d'intimidation. Et on se demande si finalement, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qui se passe aujourd'hui ici au Parlement européen, donc le mouvement MEA, qui se propose d'essayer de changer la politique sanitaire en Europe, notamment vis-à-vis de la vaccination et la vaccination Covid, il n'y a pas des craintes de la part des administrations, donc qui, comme l'a rappelé Monsieur Robert Malone, est financé à 80%, à plus de 80% par l'industrie pharmaceutique, et que donc évidemment des vaccins dont nous, Emmanuel Darl et moi-même, pourrions par des statistiques mettre en évidence qu'ils ne sont pas aussi surefficaces qu'on nous l'a dit, c'est un petit caillou dans une chaussure, et que ce petit caillou dans la chaussure, manifestement l'administration et l'industrie pharmaceutique ne peut pas se permettre. En ce qui concerne, par exemple, le 7 octobre, dont Oui, on peut revenir là-dessus, dont puisqu'on on est le marque 8 octobre voilà, aujourd'hui. et donc c'est en plein Bonne année. d'actualité. Dès le premier jour, les médias mainstream Pobel. ont dit c'est une guerre est engagée entre Israël et le Hamas. Bon, c'était rien que ça. C'était complètement faux. On peut le démonter. Je vais le faire en 3 minutes, en 2 minutes. Mais il n'empêche que ce message martelé, il est toujours dans le journal Le Monde il y a quelques jours. Vous voyez. Ça m'a rappelé, j'ai fait un bouquin sur l'échange de prisonniers entre le soldat Shalit et 1027 prisonniers, qui n'est pas anecdotique parce que ces 1027 prisonniers ont été libérés selon les critères du Hamas pour la moitié, et donc des critères selon les peines. C'est-à-dire, on s'imagine bien que les peines de longue durée, ce sont les têtes, ce sont ceux qui. Effectivement, il y a Yassine Noir, pour ne citer que lui, puis il y en a beaucoup d'autres, ont été libérés à cette occasion. Donc c'est très important de voir ces étapes historiques dans l'histoire du Hamas qui correspondent à quelque chose 10 ans ou 20 ans après. Et donc ce message qui a été délivré pour Shalit, et il a été délivré par Charles Randerlin, qui est le correspondant inamovible de la France au Proche-Orient, à Jérusalem, puisqu'on le sait, Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Voilà. Le message qui a été, et je vous mets au défi de le retrouver, et vous verrez qu'il est exact, c'était un message qui tenait en 3 ou 4 lignes, et qui a finalement donné le ton et les messages qui seront utilisés en permanence pendant les 6 années de la détention du soldat Shalit. C'est-à-dire, Shalit était un jeune de 19 ans, un presque enfant. Il a été kidnappé, un enfant, alors qu'il était en Israël, il était chez lui. Voilà. Et il est français. Voyez. On avait ainsi 4 éléments qui ont été les éléments clés de la communication occidentale pendant 6 ans, qui a permis aux parents d'aller voir le président de la République, le pape, les représentants de la Chambre des représentants aux États-Unis, que sais-je. Et ça m'a rappelé, je me suis dit, ça, on va vous nous répéter jusqu'à, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, comme tu l'as très bien dit, le 7 octobre, c'est la première fois qu'il y a eu une offensive palestinienne dans l'histoire de toutes les offensives qui ont eu lieu depuis 1947. Toutes les autres offensives, sans exception, ont été d'initiative israélienne. Et là, c'est la première fois qu'il y avait une offensive militaire du côté palestinien. Yuri Outchakov raconte « L'échange a été extrêmement franc et confidentiel. Un accent particulier a été mis sur la crise ukrainienne. Les deux dirigeants ont insisté sur la paix. Mais dans le langage diplomatique, la franchise cache souvent autre chose. Impact implicite, une redéfinition des zones d'influence. Trump pragmatique,
c'est que l'Amérique ne peut plus financer toutes les guerres à la fois. Ukraine, Israël, Taïwan, le pays est à bout et Poutine le sait. La Russie détient désormais l'initiative stratégique, dit-il calmement. L'Ukraine utilise des méthodes terroristes, nous y répondons. Traduction, la Russie a déjà gagné militairement. Il ne reste que la mise en scène politique. Alors, pourquoi continuer la guerre? Parce que derrière l'OTAN, l'industrie d'armement et les élites financières européennes ne veulent pas de paix. Elles veulent du temps et de l'argent. Chaque missile tiré, chaque char détruit, chaque aide militaire votée est un chèque vers leur usine. Pendant que les peuples payent, les mêmes empires encaissent. Et si tout cela n'était qu'un cycle qui se répète, car cette idée d'unir la Russie et l'Amérique ne date pas d'hier. Dans les années 60, Kennedy et Khrouchtchev avaient imaginé un projet fou, le pont de la paix mondiale reliant l'Alaska à la Sibérie. Un symbole d'unité entre les deux superpuissances, un défi à la logistique de guerre froide. Ce projet refait surface aujourd'hui sous un nouveau nom, le tunnel Poutine-Trump. Kirill Dimitriev en parle ouvertement, un tunnel sous le détroit de Bering, construit grâce aux technologies d'Elon Musk. Le coût, 8 milliards, impact incalculable. Mais là encore, l'histoire se répète. Kennedy voulait la paix, il a été abattu. Le meurtre a été organisé par des forces extrémistes aux États-Unis, opposées au rapprochement avec Moscou, dit le rapport soviétique transmis à Anna Polina-Luna. Alors, faut-il y voir un hasard ou une continuité? Ces forces extrémistes, ce sont celles qui contrôlent depuis 2 siècles les guerres, les dettes, les révolutions. Elles renversent le tsar, financent les bolcheviks, puis vendirent les armes aux 2 camps. Elles détestent la paix, parce que la paix ne rapporte rien. Pendant que Moscou et Washington reparlent, Bruxelles s'enfonce dans une guerre intérieure. L'Union européenne a ouvert une enquête officielle contre la Hongrie, accusée d'espionnage. Un État membre traité comme un ennemi, une chasse aux sorcières bureaucratique contre celui qui ose parler de paix. Orban devient le symbole de l'Europe rebelle, un homme qui dit non à la guerre, non aux sanctions, non à la ligne atlantiste. Et pour ça, il est détesté par l'OTAN, par Bruxelles et par les lobbies qui vivent du chaos. L'Europe ne défend plus la paix, elle fabrique la paranoïa, disait récemment un diplomate hongrois. Pendant ce temps, la Commission européenne annonce une feuille de route militaire jusqu'en 2030, plus 40% de dépenses de défense, intégration de l'Ukraine dans l'industrie d'armement, système anti-drone, plan de guerre préventif, mais contre qui? La Russie ou bien contre leur propre peuple qui commence à ouvrir les yeux? Je croyais que les terres rares se trouvent pour la France dans les modules polymétalliques et nous avons le deuxième domaine maritime du monde. Alors si nous n'étions pas dirigés par des traîtres, on pourrait exploiter justement ces modules polymétalliques, ça rendrait... Oui. Je crois que l'exploitation des nodules polymétalliques est très compliquée de par la profondeur à laquelle il faut aller les chercher. Mais des terres rares en France, on en a aussi dans le centre de la France. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des sociétés indiennes qui s'intéressent au raffinement de ces terres rares en France. Donc on se demande pourquoi est-ce que c'est pas une société française qui s'intéresse au raffinement de nos propres terres rares. Bah oui. Et n'oublions jamais, parce que nous sommes donc en France et en Europe, nous sommes dans le monde, le camp du bien. Oui. D'accord. Nous avons la meilleure vision de la planète, les meilleures valeurs morales du monde, c'est que le raffinement des terres rares, c'est polluant. Donc si la Chine s'est occupée de 90% de la production de terres rares, c'est parce que c'était un processus extrêmement polluant. Là, l'Australie a commencé à en produire un peu plus, et d'ailleurs, ils se vantent d'avoir trouvé un moyen qui est moins polluant. Mais c'est-à-dire qu'il fallait que quelqu'un s'en occupe, de produire quelque chose qui pollue énormément. Et nous, on n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Il faut continuer d'ailleurs à mettre des éoliennes, je sais pas, pour l'énergie, etc. C'est très Il doit y vrai, avoir aucun risque. Et ça, c'est quand même à prendre en compte aussi. Il y a toujours l'effet idéologique qui empêche certains grands projets industriels, malheureusement. Mais ça va changer parce qu'il y a la nécessité de l'histoire. On va en avoir besoin. Donc, il va falloir arrêter de faire j'ai failli dire en anglais, mais de la méthode Coué, voilà. et un peu revenir aux fondamentaux et au réalisme politique et économique. Voilà.